nous informons vos followers que vous avez démarré une vidéo en direct. Je crois que c'est parti. Je ne dis pas encore bonjour parce que je vois qu'il n'y a personne. Nous informons vos followers. Bonjour les followers, nous avons démarré cette vidéo. Ah si, on a une personne qui se connecte. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et il y a même 2 personnes, 3 personnes qui se connectent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Dis donc, merci. On a déjà des cœurs. Merci beaucoup d'être là. C'est super chouette. Bienvenue, bienvenue. Voilà, c'est super. Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais nous organisons ce live à l'occasion de la sortie chez Audiolib de ce roman merveilleux de Maria Larrea qui s'appelle Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Donc, elle va arriver d'un instant à l'autre. On a beaucoup de chance de la recevoir ce soir en live sur notre compte Instagram. Et elle sera aussi en direct sur le compte Instagram de Hachette France. Le pseudo c'est Hachette FR d'ailleurs, si vous voulez regarder. Mais venez plutôt chez nous. Non, enfin les deux ça marche, voilà. Donc on a hâte que vous arriviez. Voilà. Merci, bonsoir, bonsoir, bonsoir Mademoiselle Farfal, bonsoir Rémi Pépineau, bonsoir Benoît Pitre. C'est fantastique. Bonsoir, bonsoir Flo Hérisson. Merci d'être là. C'est super chouette. Bonsoir. Ah, Hachette FR a rejoint la vidéo, donc Maria va arriver très bientôt. Hop, on affiche la demande. Ça devrait fonctionner. Hop, lancer un live avec Hachette FR. Maria, je pense que tu me vois et que tu m'entends. Je viens d'accepter ta demande à participer à la vidéo. Donc on croise les doigts pour que ça fonctionne, parce que les aléas du net, mes amis, c'est toujours un peu bancal. Bienvenue, en tout cas, bienvenue, et merci d'être là. Ça mouline peut-être un petit peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce live organisé pour la sortie chez Audiolib de Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Maria Larrea va arriver d'un instant à l'autre. Si jamais... Ah, Maria, je vois une nouvelle demande. Je viens de l'accepter. Ça devrait bientôt fonctionner. Hop là. Pourquoi ça ne marche pas? Bonjour Lola CRS. Bonjour Nicolas. Hello. Ah, salut Maria. Hello. Ça a marché, alléluia. Que bien. On a réussi. Déjà la première étape est franchie. Et Voilà. ça, c'est super. Merci, merci Maria. Bah, merci. Il y a déjà des gens de connectés. Il y a déjà 28 personnes de connectées pour nous écouter. 28. Eh ouais, non mais 40, ça passe à 42. Mon Dieu, c'est vertigineux. C'est fantastique. Bon. Il y a de limite. Oui. Bonsoir, donc bonsoir à toutes et à tous à nouveau et bonsoir Maria Larrea. Merci d'être avec nous. On est très heureux de t'accueillir pour ce live organisé à l'occasion de la sortie chez Audiolib de ton premier roman, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, que tu as lu toi-même, que tu as enregistré. Ouais, au studio Safe and Sound. Et on va en parler pendant ce live. On est vraiment très contents. On est donc ensemble en tête à tête ou presque, vu qu'il y a 42 personnes connectées. Pendant une petite heure, on va te poser des questions sur ton roman et sur toi. Et les internautes aussi peuvent poser des questions. Internautes, c'est un peu vieux comme mot, non? C'est un peu années 90 peut-être, les followers. Ouais. Peuvent te poser des questions en direct. N'hésitez pas à poser des questions. Ah, buenas tardes, te dit Flo Hérisson. C'est vrai qu'on est plus tardes que dias là même. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'ai ma formidable collègue Elodie, située derrière le trépied, qui les collecte et qui va me les faire passer et on pourra vous les poser en deuxième partie de live. Alors Maria Larrea, pour commencer, j'aimerais bien dire un mot sur ton roman et sur toi avant qu'on passe aux questions. Je vais essayer de ne pas trop lire mes notes, ça va être mieux. Donc ton roman est paru l'année dernière aux éditions Grasset pendant la rentrée littéraire et il a eu un succès
retentissants et pour cause. Tu as notamment reçu le prix du premier roman, le prix Les Inrecuptibles du premier roman et le prix du roman France Télévisions. Rien que ça, c'est assez incroyable. Bravo à toi. Tu es autrice, tu es scénariste et tu es réalisatrice. Dans ton premier roman, qui est une fiction autobiographique, tu nous racontes la quête que tu as menée sur tes origines, comment tu as tiré les fils ténus qu'on a bien voulu te donner suite à une découverte hallucinante. À 27 ans, au détour d'une visite chez Ève, une tarologue, tu t'entends dire que ton père n'est probablement pas ton père et que ta mère a quelque chose à te dire. Elle a un secret qu'elle ne t'a pas encore révélé. Ton roman ne commence pas par cet épisode fondateur. Tu vas commencer par raconter la naissance et l'enfance de tes parents, Victoria et Julian, qui sont aussi des enfants abandonados. Et tu vas imaginer donc leur enfance, comment ils se sont rencontrés et comment tu es arrivé dans leur vie, comme un petit miracle. Tu vas nous raconter ton enfance dans les couloirs du théâtre de la Michaudière. Ton papa était gardien de ce théâtre-là. Et donc ton père qui est basque, qui collectionne les armes à feu et qui ne jure que par le théâtre, et ta mère qui est galicienne, femme de ménage. Tu vas aussi raconter ta rencontre avec... Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, la Michaudière! Ah là là, mais c'est collector, ça, c'est une affiche? 1983. Non, un programme. Ah, incroyable! Photographe et les vieilles pubs Ginny Oh, et il est bon temps bien, aussi. c'est trop bien. Signé par les. Oh là là, Voilà. magnifique. Tu as dû voir du beau monde. Et oui, écoute, entre Jacqueline Maillet, il y a eu du bon monde. Oh là là, incroyable. On aura l'occasion d'en reparler, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Donc, dans ton livre, tu racontes aussi ta rencontre avec celui qui sera le père de tes 2 enfants. Du début à la fin, tu nous entraînes dans ton histoire. On ne s'ennuie pas une seconde quand on tourne les pages et quand on t'écoute, quand on fait défiler les pistes. Plus on avance et plus on a envie de te serrer fort dans nos bras. Et vraiment, c'est un coup de cœur de plein de lecteurs, d'audiolecteurs et audiolectrices, et aussi de toute l'équipe d'Audiolib. On a tous adoré ta lecture et ton roman en règle générale. Donc, on a hâte d'en parler avec toi ce soir. Ouais, Et les câlins, j'ai hâte. ouais, on te fait le câlin virtuel en attendant. Merci de nous rejoindre, merci de nous rejoindre entre-temps. Bienvenue à ce live organisé. Je me répète, pour la sortie chez Audiolib, des gens de Bilbao ne naissent pas où ils veulent. Écrit. Ness, oui. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Naissent où ils veulent. Mon Dieu, j'ai fichu en l'air le dicton et le titre du roman. Non, non, ça. Je veille. Tu veilles au grain, heureusement. Merci à toi. Donc, merci encore d'être là. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, première question, ça fait quoi d'avoir grandi dans ce théâtre de la Michaudière dont tu nous as montré cette affiche collector? Alors, c'est un programme, c'est les fameux Ouais. que ça fait. Bah, c'était, pour le coup, ça avait l'air d'être un peu normal. J'avais rien connu d'autre. J'y ai grandi de mes 2 à mes 18 ans. Non, de mes 2 à mes 20 ans même. Et c'était incroyable parce que je suis comédien, j'avais un appartement planqué comme ça dans le centre du théâtre qui était le logement de fonction de mon père qui était gardien. Et enfin, je croisais les comédiens qui venaient la journée pour aller dans leur loge. Et tous les soirs, les applaudissements de la fin de spectacle. Et le matin, ma mère faisait le ménage le matin dans toutes les loges et j'adorais la suivre pour piquer le maquillage des comédiennes, lire tous les mots épinglés sur les miroirs avec écrit merde, 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 le fameux truc du théâtre. On ne dit pas ah je te souhaite une bonne pièce, mais on te dit merde, merde. Mais oui, ça porte chance. Ouais. Essayer les costumes, donc j'étais vraiment pas cool en fait. J'étais un peu gamme dans les vestiaires, dans les loges, mais j'adorais ça. Ouais. J'avais l'impression d'être une espionne. Et j'ai vu énormément de théâtre. Alors après, c'était du théâtre de boulevard, de la comédie assez, pas du vaudeville un peu haut de gamme avec Feydeau, mais parfois ça pouvait aller loin dans des trucs assez ringards et tout. Mais ça m'a donné une vraie appétence pour quand même la comédie, le burlesque. Parce que je voyais toujours voilà, des histoires qui étaient. Ok. Alors ça dit que ça coupe pas mal de mon. Ah oui, oui.
peut-être des petits bugs de connexion. Ah oui, là, je ne t'entends plus. Là, tu m'entends? Oui, là, ça va. Ça va. Non, je capte bien. Je suis à bloc là. Oui. Bon, si ça se représente, je pense qu'on nous le signalera. Et alors, est-ce que je peux d'ores et déjà annoncer juste une toute petite excuse? Il se peut que dans 5 minutes, il y ait la livraison du dîner parce que je suis une femme célibataire avec mes 2 enfants, dont un qui sort du dentiste. Et comme il y a ce live Instagram, donc j'irai juste ouvrir et la nourriture. Ne m'en voulez Pas de problème, Maria Laria. pas. C'est mon mot d'excuse. Aucun problème. Ok. Donc, Écoute. le théâtre comme lieu de fiction, l'ouverte avec le monde du spectacle, Ouais. avec les textes. Et à 12 ans, j'ai envie de faire du cinéma. Je pense que ça, entre la télé qui était allumée en permanence chez moi et, le théâtre et les pièces que je voyais, voilà, à tour de bras, quoi. Ça a dû créer, en tout cas, l'amour des histoires, l'amour du spectacle. Et en tout cas, voilà, c'était le bain dans lequel j'ai grandi. Un des bains dans lesquels j'ai grandi. Parce que tout ça, c'était dans un appartement qui était régi par mes parents espagnols et que j'appelais le consulat. Dès qu'on franchissait la porte, on n'était plus du tout en France, mais on ne parlait qu'espagnol. Ok. Des drapeaux basques au mur, on écoutait de la musique espagnole, de la rafla. Donc, il y avait 2 bains comme ça. C'était l'Espagne et le théâtre. Ok. Tu mangeais Voilà. espagnol, j'imagine. Ah oui. Enfin, je n'ai rien mangé que des plats de chez moi. J'ai pour la première fois un peu français à la. Très bien. Et effectivement, ça bug un peu, mais bon. Je suis désolée. Non, mais ce n'est pas ta faute, c'est parfois Internet, ça va aller. Super. Et écoute, je vais passer à ma deuxième question. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à écrire ce roman? Alors, ce qui m'a poussée à écrire ce roman, c'est pas Enfin, j'avais la nécessité et l'envie de raconter mon histoire, l'histoire de mes parents, et l'histoire de mon adoption, etc., et de mon enquête. Mais j'avais commencé à le faire en scénario. Vu que je sortais de la FEMIS, d'une école de cinéma, je voulais en faire un film. J'ai écrit un scénario pendant X années, en même temps que je menais l'enquête. Et, et en fait, ce film ne s'est pas fait. Et ce qui m'a poussée à écrire ce roman, ce n'est pas c'est quelqu'un en fait. C'est une amie à moi, professeure de français, qui savait que j'écrivais un scénario, qui savait que j'avais galéré de nombreuses années parce que ce livre, il arrive après un échec professionnel assez cuisant dans le monde du cinéma avec mon scénario qui ne se finançait pas. Mais j'avais gagné un prix de scénario. J'entends mon fils qui tousse. Ça va? Ok. Il va bien? Oui, il sort du dentiste. Ah oui, Et, oui. et en fait, j'avais gagné un prix de scénario euh, au Festival Premier Plan d'Angers, mais juste d'une lecture de scénario. C'est-à-dire, il y avait une résistance à cette histoire, l'histoire de mes parents et de mon origine et de mon enquête. Elle avait une résistance, elle n'arrivait pas à l'image. Elle était sous forme de scénario, elle était sous forme de qui avait été tournée pour un programme qui s'appelait Émergence, et en fiction radiophonique pour France Culture, le scénario avait été lu. Mais voilà, il y avait comme un plafond de verre que le film ne pouvait pas. Et, pardon. Et en fait, mon amie a écouté cette fiction radiophonique sur France Culture et elle m'a téléphoné. Elle m'a dit ça ne peut pas être un film parce que c'est romanesque et qu'il faut que tu écrives un roman, que tu as une plume, on va raccrocher, on va t'inscrire à un atelier, tu vas écrire un roman. Donc elle a été assez directive et elle a prononcé cette phrase qui a changé. En fait, elle a écrit le programme de la suite de mon existence et c'est Ne quittez pas. Et elle a dit et j'ai obéi, j'ai écrit un roman. Désolée. Alors, oui. Alors, ma collègue Elodie me dit qu'il y a eu quelques questions. Notamment, on nous a demandé qui était l'autrice qui était avec nous. C'est Maria Larrea. Voilà.
Et le nom du livre, cette fois, je ne vais pas l'écorcher, c'est Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Il est paru chez Grasset l'année dernière et il est paru. Ah bah, dis donc, t'es déjà là. Oui, oui, j'ai un assistant qui m'aide, un assistant de 1,33 m. Voilà. Salut l'assistant de 1,33 m. T'as plein de super commentaires. Mademoiselle Farfal dit: je ne peux pas rester, je vais au sport, mais j'ai adoré votre roman. 5 étoiles sur mon blog. Merci. Trop sympa. Trop sympa. Eh ben, ça ne Merci. m'étonne. Donc, tu nous disais que tu avais fait un concours d'écriture, pardon, concours d'écriture, ouais, que tu avais obéi. Et que Je crois. C'est ça? Non, mais monsieur promis. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Maria Maria. Vous pouvez les poser. Et une phrase, voilà, il y a des gens comme ça qui changent de vie. J'ai eu Arnaud Desplechin, qui m'a conseillé de faire la fiction. Cette professeur de français qui me dit d'écrire un roman. Ouais. Et ensuite, l'histoire après. Alors, ne quittez pas une seconde. Okay. Ah, là, ça bug un petit poil. Voilà. Là, vous... Okay. C'est bon? Ça m'a l'air bien. Ouais, ouais. Merci. Désolée. Mets-le dans la cuisine. Je suis désolée. J'adore. Dans la cuisine. Ça me rappelle le mec. C'est seul. Avec l'enfant qui arrive et la maman qui comme ça. Bref, désolée. Voilà. Ok. Et ça faisait partie de mes questions. Est-ce que tu as écrit un roman? Est-ce que tu vas en faire un film de ton histoire? Du coup, tu viens de répondre. Tu viens de répondre à cette question. Alors, la meilleure chose que j'ai pour le manuscrit, c'est de jeter le scénario à la poubelle et tout redémarrer à zéro. Vraiment tout reprendre du début. Parce que quand on écrit un scénario, on écoute l'avis de beaucoup de gens, en fait. Des producteurs, des distributeurs, des futurs possibles distributeurs, des directeurs marketing, des agents, de la stagiaire de la boîte de prod qui, elle aussi, va donner son Oui. Et j'avais pas en moi et j'écoutais énormément les avis de tout le monde. Et le scénario, à la fin, c'était devenu quelque chose d'assez moche, une sorte de verrue. Et quand j'ai fait le manuscrit, jeté à la poubelle, et ça a été la meilleure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs boîtes de production ont voulu acheter les droits de Bilbao. Et j'ai été flattée. Et c'est en égo en ce moment. Après, voilà. On ne sait pas encore, mais ça va peut-être devenir un film. C'est possible. On ne sait pas. Le mystère. Le mystère est... Mais ça arrive si ça ne devenait pas un film. Le fait d'avoir et de la tenir dans mes mains et de voir l'objet livre est déjà, c'est déjà l'aboutissement de tout un travail d'enquête et de recherche et de réflexion autour de ce qu'était ma famille. Oui. T'as mis combien de temps à l'écrire ce livre-là? Alors, je ne l'ai pas écrit à temps, hein. Je travaillais sur des scénarios à ce moment-là. J'ai dû l'écrire en 2 ans et quelques. 2 ans et des mois, quelques mois. Okay. Maria, pendant le live, on va avoir la chance de t'écouter lire 2 extraits du roman. Je suis prête. Super. Eh bien, écoute, je serais ravie que tu nous lises ce fameux passage où tu rencontres cette tarologue qui te fait cette révélation. Alors, c'est dans le chapitre, si je me souviens bien, 14. Je pense que j'ai là, chapitre 14 de Une fois son regard franc. Okay. Absolument. Alors, j'arrive. C'est ça. Ouais. Bonjour à tous. Merci de tous vos commentaires. Merci de toutes vos questions. Je vois qu'Élodie est en train de griffonner. Ça veut dire qu'il y a des questions qui ont été posées. Je vous en remercie. Vas-y. On les posera plutôt en deuxième partie de live, les questions. Mais allez-y, allez-y. On note, on scrute, on regarde. Maria, nous t'écoutons. Une fois son regard franc planté dans le mien, Ève la tarologue me propose d'apprendre à faire un tirage de l'ombre. 8 cartes,
2 lignes. Elles écriront une phrase consciente et une phrase sur ce qui est caché. Ève me demande ce que je voudrais savoir. J'élabore alors une question qui me paraît sans importance, anodine, parfaite pour cette entraide. Pas envie de risquer gros. Je pourrais perdre quelque chose à autant jouer avec le destin alors que je veux seulement défaire les nœuds dans ma gorge. Pourquoi est-ce que je joue dans mes films? Dans mes courts-métrages, je me mets souvent en scène, parfois en train de chuter, sous le prétexte de la comédie. Mélange. Pourquoi vouloir être des 2 côtés de la caméra? 8 cartes. Il faut choisir, je promène mes doigts. 8 cartes que je retrouve. La justice, l'empereur, la lune, le chariot, la papesse, l'arcane sans nom, le pape. Ève reste silencieuse. Les yeux sur la danse personnage, elle doit relier les symboles, conjuguer les verbes, additionner les chiffres. Soudain, son visage se ferme. Je la sens branlée parce qu'elle réussit à lire dans ses cartes, qui restent hermétiques. Je panique, comme si je passe un radiologue devant un cliché de mes poumons ou un scanner de mon cerveau. Je vais pas ça. Il est 16 heures, il fait presque nuit. Dehors, il y a de l'orage. Mes paupières tremblent de façon incontrôlable. Je dois manquer de magnésium pour sentir si fort mon cœur s'enruiner sous le couvercle de mes yeux. Alors, en jouant dans tes films, tu cherches une reconnaissance. Oui, en effet, je veux qu'on m'aime. Jusqu'ici, rien de... Ève m'interrompt. La reconnaissance que tu cherches, c'est pas la bonne. Tu sais si ta mère a eu une autre histoire, un autre homme? Je pulvérise alors ma mémoire à la recherche. Mais je ne vois pas, je n'ai jamais imaginé Victoria sans Julian. J'ai pas le temps de chercher plus longtemps. Ton père n'est probablement pas ton père. Mon ventre se tord, sa sentence m'éclate, cervelle. Le voilà là. Ta mère te cache des choses sur ta naissance, Maria. Parle-lui au plus vite. Je suis sidérée, difficile d'articuler une pensée ou de parler. Je déglutis à peine, frissonnant dans le blanc glacé où cette phrase m'a plongée. Je sens un rideau tomber sur ma vie, comme l'épais rideau de velours rouge du théâtre de la Michaudière, qui tomberait sur ma nuque et me briserait les cervicales. Je n'ai pas la force de plaisanter. Ma parade habituelle, c'est ce qu'elle me dit ou ce que je ressens. Nous restons silencieuses, mais je peux sentir la membrane de mes têtes à imploser. Je la regarde, toute de souffler parce qu'elle vient de m'annoncer. Aucun doute ne m'assaille, c'est dit. La phrase résonne jusqu'à l'épicentre secret de ma souffrance. Mon origine est trouble. Je le comprends. Je ne savais rien de plus, mais je pressentais que ce qui serait colossal. C'est ça. C'est tellement incroyable. Ce passage est incroyable. Ouais. C'est wow. Hein? Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as enregistré cette, j'allais dire cette scène parce que c'est tellement, tellement visuel. Ce passage quand tu l'as enregistré en cabine, en studio. Bah, tout l'enregistrement était extrêmement intense. Hein. Il y a quelque chose dans le fait d'être dans une petite ligne, il y a quelque chose de très feutré, et c'est-à-dire qu'on retrouve en lisant comme ça au micro et en interprétant le livre et ses personnages, on retrouve comment nous on est quand on est. J'étais à peu près dans le même j'étais quand j'ai écrit les chapitres les uns après les autres. En fait, on écrit avec notre voix intérieure et quand on enregistre, on est au casque. Il y a quelque chose où on s'entend dans le casque, on parle dans le micro, et c'est réentendre cette voix qui est celle de l'écriture. C'est très étonnant parce que tous les personnages enfin en tout cas moi quand j'écris, je joue les personnages dans ma tête, je les mets en scène et ensuite ça sort comme ça. Mais il y a une vraie retrouvaille avec l'écriture au moment de la lecture. Okay. Et c'est assez troublant et très émouvant parce qu'il y a des moments assez ouais. C'est très émouvant de le lire. Oui. Et de l'écouter aussi. Je ne l'ai pas écouté. Je peux te le confirmer. Je l'ai écouté 2 fois. Oh, bah très intense. Mais je ne peux pas l'écouter. Hein. C'est trop dur pour. Oui, j'imagine. C'est magnifique. J'ai une troisième question pour toi, et même plus encore. Je ne sais même pas l'heure qu'il est. Quand on est en live, on n'a même pas un 18h52 déjà. Ok, bon bah écoute, roule les jeunesses. Ton titre
titre. J'aimerais bien qu'on parle maintenant de ton titre, Maria. Tu nous expliques que c'est un dicton. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il veut dire exactement, ce dicton? Alors, ce dicton, les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Dans la langue originale, c'est Los de Bilbao nacen donde quieren ou Los de Bilbao nacen donde les da la gana, pour le plus argotique, Ok. enfin, moins soutenu. Et en fait, c'était un dicton de mon père, parce que lui était né à Bilbao, j'étais née à Bilbao. Et ce dicton est un dicton espagnol sur la fierté des gens de Bilbao qui vont Ok. toujours dire qu'ils sont de Bilbao. Et Ok. donc voilà, c'était une phrase que je voulais mettre en exergue du roman, enfin en tout cas du manuscrit. Quand j'ai écrit mon manuscrit, la première phrase que je m'étais dit, ce serait une super exergue. Mm. Et j'ai écrit mon prologue et mon chapitre. Et au moment de sauvegarder le document Word, après avoir passé une journée, vous savez, quand on sauvegarde un document, ça propose la première phrase comme du document. Tout à fait. Donc, c'est ça, le fait de cet exergue imposé comme titre de façon un peu magique avec Ok. cette sauvegarde de point doc. C'est rigolo. Et dans l'année de présentation, de rencontres autour du livre avec les lectrices, les lecteurs en médiathèque ou en bibliothèque, j'ai rencontré des gens du Pays Basque qui m'ont expliqué aussi voilà, il y a une autre explication qui est une explication de registre civil, qui est qu'en fait, la grande maternité de la région, de Bilbao, pas exactement à Bilbao, mais dans un lieu juste à côté qui s'appelle Baracaldo, et Ouais. qu'en fait, des gens de Bilbao, beaucoup des femmes, allaient accoucher dans cette maternité parce que l'autre hôpital était trop petit et surchargé, donc elles allaient dans cette maternité. Et El Cruces. Et, mais sauf que ça embête Bilbao de voir que sur le registre, leur acte de naissance, il n'y aurait pas écrit Bilbao, mais le nom de cette banlieue. D'accord. Donc, ils ont réussi à briquer un truc au registre pour que les gens qui habitaient Bilbao, mais accouchaient dans cette maternité, quand même dans leur registre civil qu'ils étaient nés à Bilbao. Donc, les gens de Bilbao, Ok. il y aura Netflix. quand même. Voilà. Et Ouais. par ailleurs, traduction, c'est pas un dicton en français, Ouais. et je trouve très, très beau de traduire quelque chose de pour le titre, et que dans la traduction, ça brassait énormément de mystères. Et comme le livre est un mystère parle d'un mystère des origines et d'un stress sur une naissance, je trouvais que ça fonctionnait bien sur ce que racontait et planquait le livre. Ouais. Ok. Intéressant. Autre question, chère Maria. Merci, merci pour tout ce que tu nous dis. Tu as fait référence à des médiathèques et des librairies. J'ai vu passer une vraie fierté d'être là, nous dit Kali, tourne les pages. J'ai vu passer une question, je pense, d'une libraire ou d'une bibliothécaire madrilène qui disait qu'elle allait te contacter pour une rencontre ou qu'elle t'avait contacté. Je ne sais pas trop, j'ai vu ça très rapidement. Parce que ton Ok. livre est sorti en Espagne. Non, il sort le 19. Il sort le 19. Ok. Il est Ah oui. sorti la semaine dernière. Il sort en Espagne le 19 octobre. Ok. Trop Voilà. génial. Ok. Ok, oui. Ça, on pourra en reparler, parce qu'on va parler un peu de tes actualités à la fin du live, donc on pourra en reparler, puisqu'il y aura d'autres sorties. Tu vas nous raconter. Question suivante, chère Maria. Quelle a été la première étape de ton enquête et qu'est-ce qui t'a porté tout au long de celle-ci? Est-ce que tu as eu des moments de découragement ou pas, des moments d'espoir? Parce qu'il y a tellement de rebondissements dans ton enquête et dans ta C'est quête. une enquête qui dure 14 ans, 14-15 ans à peu près. Ah ouais. Et dès que j'ai su le trouble de mon origine, et ben j'ai tout de suite dès le J2, j'étais sur Google quoi. L'enquête a commencé avec Internet. Ouais. C'était vraiment moteur de recherche, mais c'était en 2007, donc c'était pas le Google quoi. C'était un Google un peu plus un gros popotin quoi. Il y avait du mal un peu à avancer. Ouais. Et, Ouais. mais voilà, j'ai commencé avec des voyages et c'est ce que je raconte dans le livre que ça a été beaucoup de trajets entre Paris et Bilbao, que Mhm. ministre civil, que j'ai embauché un détective, que j'ai même la police du Pays Basque qui s'appelle la Ertzaina, c'est une police liée à la région basque autonome, a été mise dans le coup, qui a eu des Ok. tests ADN. L'enquête a eu plein de formes. Elle a démarré avec un tirage de tarot
et voilà, elle a eu plein de chemins jusqu'à finir avec MyHeritage. Ok. Et tu dis aussi que tu as rencontré des associations, que tu as été en contact avec des associations. Oui, bah oui, sur les recherches d'adoption, je suis arrivée sur des blogs, des forums de gens adoptés dans les mêmes années que moi, et Ouais. c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'obscur, d'illégal, et j'ai compris avec mon acte de naissance que donc c'était un faux, et c'est là où je me suis mise en lien avec d'autres personnes dans le même cas que moi, nées dans les années 70 jusqu'aux années 80, et même encore fin 60, mais la toute fin des années 60, souvent des enfants adoptés et parfois quelques mères qui cherchaient leur enfant. Voilà. Oui. Et ces associations qui manifestaient chaque semaine pour demander de l'aide au gouvernement espagnol pour que les gens qui avaient été mouillés dans ces adoptions illégales et même dans des cas de bébés volés ne restent pas impunis, parce qu'avec la loi d'amnistie en Espagne qui a sauté l'année dernière, beaucoup de crimes étaient restés impunis. Les gynécologues vivaient leur retraite, plus belle vie. Et donc ces associations sont là pour essayer de retrouver des archives, parce qu'évidemment les cliniques disparaissaient, les médecins étaient les autres parce qu'ils étaient âgés, les bonnes sœurs parce que l'Église était mouillée là-dedans. La clinique où je suis née, les bonnes sœurs étaient sages-femmes, donc tout était, tout était vraiment planqué, et ces associations étaient là pour mettre à jour le plus d'informations possible pour les enquêtes. Donc, oui, tu fais allusion aux Niños Robados dans ton roman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est vraiment un scandale. C'est une histoire terrible. C'est terrible ce qui s'est passé autour de ces Niños Robados. Alors, les bébés volés du franquisme commencent donc pendant la guerre civile, avec les républicaines, parce qu'en fait c'est quelque chose qui a évolué, quoi. Oui, Ça c'est c'est des oui. poupées, mais tout commence avec les républicaines emprisonnées dans la guerre civile, qui étaient enceintes et à qui on prenait les enfants, enfin, les nouveau-nés, quoi, et on les donnait en adoption à des huit pays, à Mm. des gens du régime, en tout cas à des gens pas républicains, quoi. Il y avait une sorte de nettoyage comme Mm. ça, des familles, quoi, et pour créer de jeunes. Et ensuite, dans les années 50, 60, sous couvert de morale chrétienne, beaucoup d'associations étaient montées dans différentes villes, avec l'Église, avec l'aide de la mairie et des municipalités, pour aider les filles qui avaient des problèmes, qui tombaient enceintes, à ne pas avorter également et à donner leurs enfants en adoption. Mais dans ces associations-là, ils forçaient la main des jeunes filles la plupart du temps, et ils faisaient payer et les filles et les parents. Donc ça, c'était... Et tout d'un coup, ce système de bébés volés est devenu un système en fait financier, quoi. C'était juste... C'était du marchandage de bébés, quoi. Mm. Et ça a continué jusque dans les années 60, tout début 80, Mm. où voilà, ils marchandaient des bébés noirs, quoi. Parce qu'il n'y avait aucun papier d'adoption, rien n'était légal. C'est glaçant. C'est glaçant. Mm. Mais on retrouve ça en Irlande. Il y a même quelques cas en France aussi, avec certaines institutions religieuses. Mais après, en Irlande, vous pouvez voir Philomena, une enquête journalistique et ensuite un film de Spears, Ouais. et Magdalena. Il y a eu quelques Magdalena. Ah, pardon, ça a bugué quand tu disais le titre, Magdalena. Sisters sur Magdalena Sister. Ok. Ok. cas en Irlande. Ok. Ok. Je note. Je note. Ok. Chère Maria, qu'est-ce que j'ai d'autre à te demander? Plein d'autres choses. Rien à voir avec ce dont tu discutais auparavant. Ah oui, oui. Alors, Elodie me dit qu'il est déjà 19h05. Donc, on va peut-être. Déjà? Mais oui, écoute, le temps passe très très vite sur Internet. Donc, peut-être que je vais arrêter avec mes questions. En fait, je vais peut-être te poser juste une dernière question et après, on va passer aux questions des internautes. Et tu as encore un extrait à nous lire. Décidément, et en fait, il faudrait 2 heures de live, mais bon, c'est peut-être un peu trop. Donc, écoute,
Non, écoute, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de me dire que tu as déjà répondu à plein de choses. Je voulais te demander ce que ça t'avait fait d'enregistrer ton roman en livre audio. Et tu nous l'as dit tout à l'heure que ça avait été hyper intense en cabine. Donc tu étais au studio Second Sound. Je ne l'ai pas On a même eu précisé. les interviews avec l'ingénieur du son. Ah ouais. Ah ouais, vers la fin, il y a eu un moment. Ouais. Un moment. Ouais. 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 Oui, c'était très intense et très émouvant, évidemment. Ouais. Et à l'écoute aussi, c'est super émouvant quand même. Je vous rappelle que nous sommes en live pour la sortie de ce livre en livre audio qui est lu par l'autrice ici présente, Maria Larrea. Merci encore Ouais. d'être là. Eh bien, écoute, passons aux questions des internautes. Elodie me glisse la feuille. Alors, Kali tourne les pages qui te disait Vive les gens de Bilbao. Elle te demande comment s'est présentée l'opportunité de lire ton livre pour l'enregistrement en livre audio. Comment c'est présenté? Bah, c'est Audiolib qui m'a téléphoné. Ouais, Il dit bonjour, Audiolib. Euh, ouais, Hola, je sais pas si José voilà. Ouais, est-ce qu'on on voudrait enregistrer le livre audio et sachant que c'était mon histoire, ils m'ont tout de suite, vous m'avez tout de suite demandé, proposé de le faire moi-même et j'ai fait des essais. J'ai fait le casting pour la lecture de mon propre livre. C'est drôle. Ils ont dit OK, tu peux rester. Ils m'ont pas bah, éliminé. ils se sont pas retournés sur leur chaise comme dans The Voice. Ok. Et tant mieux, Donc, parce que le résultat euh, est magnifique. alors je sais pas parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à l'écouter, mais je te fais confiance. Tu peux. Tout ce que je dis est la vérité vraie et pure. Ah, et Kali tourne les pages, fait un petit smiley qui rigole. Merci de ta question, Kali tourne les pages. Merci beaucoup. J'ai une autre question de Laure Saget. La version espagnole a-t-elle le même titre que la version française? Oui, les gens de Bilbao nacen donde quieren. Voilà. Ok, super. Une autre question de lecteur en série. Comment ton entourage, en particulier ta famille, a accueilli la sortie de ton roman? J'ai été très soutenue par mon entourage. Enfin, déjà les amis qui avaient suivi mon enquête et l'échec du film étaient très très heureux. J'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde de foot auprès de mon entourage. Ouais. Et ma famille très proche était soutenante. La famille un peu moins proche me soutient aussi, que ce soit la famille de lait ou la famille biologique. Ceux qui ont lu le livre ont été et à chaque fois, je demandais aux gens, tu peux avoir ton vrai prénom. Si tu veux que tu te rebaptises, tu apparais dans le livre, il y a ton personnage. D'accord. Et à chaque fois, les gens me disaient, je leur disais, mais tu peux t'appeler Beyoncé, Charles-Marie, Brigitte. Olympia, ce que tu veux. Et les gens me disaient, non, non, j'ai envie d'avoir un vrai prénom. D'accord. Euh, et le soutien était déjà même en amont, quoi. Et ensuite, ma mère, qui sait à peine lire et écrire, n'a pas encore, mais elle va écouter le livre audio. Et en tout cas, elle était très mignonne parce qu'elle m'a posé une seule question concernant le livre. Ouais. Elle m'a dit, est-ce que c'est vendé? Est-ce que ça se vend? Donc, c'était sa seule préoccupation. Genre, mais est-ce que tu les vends, hein? Je dis, oui, oui, ça marche, t'inquiète. Et les gens adorent ton personnage. C'est un personnage Oui. préféré. Donc, voilà, Ouais. c'était très rigolo. Comment elle a réagi. Personnage flamboyant, cette Victoria. Victoria. Victor. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez acheter le roman, il est disponible en librairie au format CD et il est disponible sur les plateformes numériques en téléchargement. Vraiment, Ah oui. téléchargez-le, achetez-le, faites ce que vous voulez, mais procurez-le vous. C'est pas évident cette phrase. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas. Et il y a encore une question, me dit Elodie. Est-ce que le livre existe en anglais? Une internaute, faut que je arrête avec ce mot. Quelqu'un nous a dit. Non, il n'existe pas en anglais. En traduction, il y a l'italien, l'espagnol, bientôt l'ukrainien, bientôt l'arabe, mais pas encore l'anglais. D'ailleurs, avis à vous tous, si vous avez des amis éditeurs en anglais, en langue anglaise. Ouais. Preneuse, évidemment, j'adorerais qu'ils sortent en anglais, mais c'est pas prévu encore. Ok. The people from Bilbao are born.
are born where they will. Oui, faudrait qu'on travaille Ouais, ouais. sur les where they want. Yes. Maria, on a eu l'occasion de poser la question à nos abonnés sur Instagram si vous voulez poser des questions en amont du live et on en a eu plusieurs. Donc je vais te lire celle de Genuar. Genuar. Bon. Pensez-vous que les blessures se transmettent d'une génération à l'autre? Elle nous a demandé ça. Ah oui, c'est un petit, oui, ce petit sac à dos de pierre. Sac à dos de... Ouais. Et il s'agit d'en faire un petit château joyeux. Tu fais plus des images extraordinaires. J'ai réécouté ce matin le passage où tu disais que tes jambes étaient bronzées comme des knackis. J'adore. Je trouve ça fabuleux. Je trouve que tu as un don de métaphore super. Les gens bronzés comme des knackis, vous vous souvenez pas, c'était un trend sur Insta. Les gens mettaient pour faire croire qu'ils étaient à la plage et machin, ils mettaient Mais bien sûr, tu as raison. Ah, écoute, je vois qu'il y a d'autres questions qui cavalent. Ouh là là. Le choix du titre a-t-il été facile ou y a-t-il eu d'autres titres avant ce choix définitif? Nous demande lecteur en série qui nous a déjà posé une question très curieux et ça c'est bien, on adore. Alors, lecteur en série, le titre donc s'est imposé avec des termes qui étaient mises comme ça, comme en Word. Et à chaque fois que j'écrivais, que je me remettais au manuscrit, j'adorais réouvrir ce document qui portait ce titre. Je l'ai adoré tout de suite. Je me disais, tu vas comme un gant à ce projet d'écriture. Et j'ai écrit tout le temps avec ce titre. Et pourtant, pendant que j'écrivais lors d'ateliers d'écriture ou en commentant à des amis, on me disait c'est bien, c'est pas mal ce que tu écris, mais ton titre est vraiment à chier, quoi. Il est nul. C'est là, ah bon? Mais j'adore mon titre, j'ai pas du tout envie d'en changer. Et on m'avait suggéré, ouvre une page et essaye des choses qui percutent, plus courtes et tout ça. Ouais. Et j'avais essayé Bao, les gens, enfin je sais pas, un peu tout et n'importe quoi. Yes, oui. Mais rien ne me venait. Et quand j'ai envoyé le manuscrit aux maisons d'édition, je l'ai envoyé. J'ai pas rétro-pédalé. J'ai gardé le titre du manuscrit et il n'a jamais été remis en cause par la maison d'édition. Il a pris. Ok. Donc, il s'est imposé. Ouais. Il a pris son... Parmi les autres questions, chère Maria, qu'on a posées en amont, Aspergy qui nous demande pensez-vous que la recherche de ses origines est une étape obligatoire pour réussir à connaître sa propre vie? Sacrée question. Alors, la recherche de ces parfois on les connaît. En tout cas. Ah, le dessert. Le livreur a oublié. Excusez-moi. Non. Bonjour à tous. Alors, on est encore ensemble pour combien de temps? Ah, il y a deux autres questions qui arrivent, me dit Elodie. On est encore ensemble pour... Il est 19h10, pour encore 20 minutes. C'est le moment. Et Maria Larrea nous lira également 5 minutes d'un extrait de son roman, pour tout vous dire, issu du chapitre 10. Voilà, vous le savez. C'est ma voisine qui est enfermée dehors. Donc, ah bah, il se passe des choses. Mesdames et messieurs, tout est possible. Je ne sais pas s'il va arriver d'autres live, mais... Encore 20 minutes. Pendant 20 minutes, il peut se passer plein de trucs. Vraiment. On nous demande également, Maria, parmi les questions qui ont été posées en live, est-ce que tu vas participer à l'écriture du scénario du film auquel tu faisais référence tout à l'heure? Peut-être. C'est sur la table. Sur la table de la réflexion. Voilà. On suivra ça de près. Eh bien, écoute, maintenant, si tu es d'accord pour nous lire le deuxième extrait, oui, je suis très très content. Et donc dans le chapitre 10. Le chapitre 10 dans sa totalité. Et j'aurais dû préparer, mais j'ai toujours mon tarot. Ah, mais c'est le tarot, le vrai tarot de vrai tarot. Ah. Avec les petites cartes. Ouais. Donc il y a eu la papesse et tout ça, quoi. Ouais. L'empereur. La justice. Incroyable.
Elle est où la justice? Elle est bien. Elle est là, regardez comme elle coupe avec son épée. Wow. Voilà. Et la papesse, elle écrit un livre. Elle écrit un livre. Et elle coupe Incroyable. Elle coupe un quoi? Pardon, ça a rebugué. elle couve un œuf. Elle couve un œuf? Qu'est-ce Oui, que ça peut oui. vouloir dire? Elle couve, elle prépare un Elle mauvais est coup. en train de faire quelque chose. Elle est en pleine. Elle est féconde. Elle est féconde, elle est féconde, bien sûr. Ah, intéressant. Alors, chapitre 2. Pour la première fois, je mangeais à la cantine. J'ai bientôt 11 ans et je un plateau le long de 2 rails en métal. Il fallait faire vite, choisir entre la peste et le choléra, pressé par les grands. Sous mes yeux s'étalaient les splendeurs de la nourriture industrielle. Enfin, la France s'exprimait dans mon assiette. Cordon bleu, carottes râpées, hachis parmentier, concombre à la crème, céleri rémoulade. Ces mets exotiques étaient pour moi synonymes de modernité et de liberté. Salés, acides, tièdes, je jubilais de faire mon entrée dans le monde grâce à la cuisine du réfectoire. Mon baptême se ferait avec un très long cheveu découvert au cœur d'une paupière. Je sans même en être. Le troc de Babybel me permit rapidement de me faire des amis. Je rencontrais des jeunes filles fraîches et françaises qui pourraient me faire sortir de mon territoire hispanique moyenâgeux, entouré de barbelés. La première à me tendre la main portait le nom prometteur de Flavie. En me liant à elle, je tournais le dos aux autres comme moi, les filles du rez-de-chaussée, espagnoles, portugaises et yougo. Je devenais un peu française. Rêvant de m'appeler Sophie ou Julie, je tenais parfaitement mon rôle de jeune fille modèle devant les parents des copines qui m'invitaient à dîner, à dormir. Je jouais au singe savant. Oh, qu'elle est cultivée pour une fille de femme de ménage. Musée, exposition, cinéma, théâtre, j'étais l'éternité. Je faisais mon effet sur les parents des autres, un mélange de pitié et des pâtes quant à mes origines. Mais j'exagérais le trait. J'étais sauveur et je les écoutais plus que leur progéniture. Je buvais leur savoir et leur connaissance. Nourrie et repris par leur bourgeoisie, je pouvais enfin m'éloigner de mon duo parental bruyant. J'avais grandi comme une souris de laboratoire en captivité. J'avais enfin trouvé la sortie du labyrinthe que mes parents avaient autour de moi. Hélas, mes velléités d'être une jeune fille rangée et bien éduquée se dissipèrent vite. Chacune de mes années de collège se soldait au record d'heures de colle, de renvoi et une nouvelle expérimentation de substances enivrantes. En sixième, les clopes chevilles qu'un pull en laine, crapoter sous un porche d'immeuble. Cinquième, menthol, ressentir simultanément dans la gorge la fraîcheur de l'homme et de la fumée. Croire que l'odeur de menthe l'emportera sur celle du tabac. Quatrième, enfin, l'indiscutable Marlboro Light. Je fumais librement devant mes parents. Ma mère m'achetait mes cigarettes en même temps que celles de mon père. Elle me les donnait avec mon argent de poche sale, des billets de francs suisses et des dollars qu'elle cueillait dans le pli des banquettes, du bar à hôtesse où elle faisait le métier. Quand j'allais la voir là-bas, le parfum lourd de l'eau de blanc sur les mains de ma mère, qui sanguant épongeait le sol. Je blanchissais mes grosses coupures de sperme au bureau de change de la l'opéra, et avec, je m'achetais du shit, de la skunk, de l'air sec, des romans. Plus tard, de la coke, des LSD, des extas, de l'héros. Je n'aimais rien tant que sécher les cours fumés dans le jardin des Tuileries et planer au musée du. En apesanteur, j'arrive enfin au lycée. J'ai 15 ans, Oscar Wilde et le laboratoire Roche toutes mes nuits. Mes converses battent le pavé dans la cour du bahut et m'ouvrent bientôt un nouveau cercle, celui des de gauche du lycée Lamartine où je fais mon entrée. Je roulais des pelles de temps en temps, tombais amoureuse beaucoup plus souvent. Je ne croyais pas qu'on puisse m'aimer, tellement je me sentais laide et sans valeur. Mais je souriais, heureuse comme l'avait annoncé le premier garçon que j'ai regardé. À chaque moment de mon existence, la famille de ma naissance m'était rappelée. Quand je me rasais les jambes, quand je me décolorais le duvet au-dessus de ma lèvre, quand je disais mon prénom. Maria, tiens, c'est marrant, tu t'appelles comme notre femme de ménage. Je souffrais souvent d'un cruel rajout sonore moquant mon oreille. Ce chuintement. Maria, je dois faire les ménages. Je traitais mon affaire en riant avec eux, tassant ma honte, mais je morflais. Parfois, je mentais, mes parents devenaient directeurs du théâtre, femme au foyer. Pour oublier ce paternel violent, esclave de notre douleur commune et inexplicable, je sortais toutes les nuits et me droguais autant. Mes seuls et rares amis devenaient mes sœurs. Nous communions le mercredi au Queen, le jeudi au Pulp, le vendredi au Rex, le samedi matin en classe à l'infirmerie, en descente. Nos saints patrons étaient les dames. Dans le sous-sol du club, je dansais la tête dans les enceintes, dispersion
dans mon oreille interne, rolling and scratching. Je lévitais, ma cervelle s'arrachait, mon cœur explosait, vertige paroxystique. J'avais le sourire du... Voilà. Amen. Merci. Ça me donne envie de le réécouter une troisième fois. Et je pense que ceux qui t'ont écouté et qui sont là pendant le live ont envie de le découvrir. J'espère, venez. Les Venez, cartes. venez. Merci beaucoup pour ces lectures, Maria. Ces super lectures. Merci à toi. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question pour la route? Pour la route, oui. Mais oui, Elodie me dit, mais quel succès, tellement de questions. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, Kali tourne les pages nous pose une autre question. Un autre livre au programme où Maria va continuer à plutôt travailler à ses projets de réalisation? Point d'interrogation. Los dos, les deux. Los dos. Okay. Oui, j'aimerais. Je réfléchis à pourquoi pas un deuxième roman et le cinéma. Les deux travails de scénario en cours. Tout continue. De concert. On va voir ce qui se passe. L'avenir. Et pendant qu'on parle de tes actualités, tu as aussi donc on parlait j'allais dire des translations, des traductions de ton roman dans plusieurs pays, dont l'Ukraine, bientôt l'Espagne. Et chez nous, il y aura la version poche qui va sortir bientôt. Oui, Ouais. poche. Jean de Bilbao, Ouais. maître poche. Voilà. Okay. Euros quand même. C'est pour moi avoir le livre en poche avec le logo du livre de poche. Enfin, c'était mes premiers bouquins. Ouais. Les premiers livres, c'est la démocratisation de la lecture. C'est parce qu'un grand format, ça reste quand même un prix assez élevé. Donc, je propose de cette sortie en poche avec des super équipes du livre de poche. Et je crois que c'est le 3 janvier, c'est ça? Je sais que c'est en janvier, mais je ne sais pas quel jour exactement. S'il y a des gens du groupe qui nous regardent. Tout début de janvier. Ok, pour commencer l'année en beauté. Merci pour les souhaits de succès. Merci. Ah, c'est trop gentil. Il est 19h20 déjà. Ok. Eh bien, écoute, pour presque terminer le live, je vais annoncer les deux heureux gagnants de ton livre en livre audio, dont on attendra ensuite les adresses en MP. Il s'agit, roulement de tambour, je n'ai pas de tambour, j'ai juste un crayon. Il s'agit de... Ah oui, non, c'est donc Aspergeek qui va remporter ton livre en livre audio et Genehuard, je vais y arriver. Voilà, ils vont avoir la chance de recevoir ton livre en livre audio, lu donc par tes bons soins et par ton grand talent. Oh, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Maria. On peut se quitter ici, même si c'est difficile de se quitter en règle générale, de quitter son histoire, de quitter ta voix et de quitter encore plus ta personne. Alors, j'espère à bientôt, d'une autre manière, peut-être en vrai. Okay. Et on a eu beaucoup au téléphone pour la préparation du live, donc j'espère qu'on se verra en vrai. Et on a réussi! Et on a réussi, et c'est passé super vite parce que c'était cool. Cool. Enfin, merci. Trop chouette. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi. Pour rappel, les gens de Bilbao, pour rappel, le livre audio est disponible chez nous, chez Audiolib. Vous pouvez le retrouver en librairie, en CD. Je vais à Madrid. Ah oui! Ah, quelqu'un te demande si tu vas à Madrid. Ah, trop bien. Je n'arrive plus à voir les questions, voyons. Ah, En novembre, il y aura une présentation du livre à l'Institut français. Je ne sais pas si c'est le 15 ou 16 novembre, mais dans ces dates-là, je posterai sur les réseaux. Mais il y aura une rencontre de Bilbao et une rencontre à l'Institut français de Madrid en novembre. Voilà. Génial. Trop bien. Voilà. Eh ben, super. Merci pour tout, Maria. Et foncez acheter Les gens de Bilbao, naissent où ils veulent. C'est vraiment superbe. Merci à tous d'avoir été là, à toutes et à tous. Et gros merci à toi, Maria, pour ton temps et ce super moment. Passe une bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci, Maria. Bonne soirée. Bye. Alors,